Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue à tous, marhaba bikoum. Merci d'être venus. On va organiser ce point de presse de manière assez concise, parce que nous n'allons pas abuser de l'énergie de Sir Rachid. Je pense qu'au bout d'une heure, on aura sûrement fait le tour de des différentes questions que vous voulez vous poser. Après, évidemment, il y a la lecture et chacun pourra développer à travers sa lecture du livre et le média auquel il appartient, développer son interprétation, son ressenti lorsqu'il aura fréquenté l'œuvre de Sir Rachid Ben Yilles. Auparavant, nous allons donner la parole à Selma Hallal qui va nous dire le point de vue de l'éditeur, comment cette aventure a pu être possible, et nous donnerons ensuite la parole à l'auteur pour qu'il vous dise un mot, et on passera directement aux questions-réponses. Je pense que Monsieur Rachid Ben Yilles dira un mot de préambule seulement, et l'essentiel de la discussion consistera au jeu des questions-réponses. Selma, c'est à toi. Oui, merci. Ça va être rapide. Juste, bon, évidemment, les remerciements de rigueur et qui sont vraiment sincères. Merci à Interface Média de nous avoir accueillis. Merci à Monsieur Ben Yilles d'avoir fait l'effort de venir. Je crois savoir qu'il est déjà venu hier, et donc ça fait 2 déplacements depuis là où vous êtes, la Pérouse, et donc voilà, c'est quand même voilà. Merci. Alors, en fait, j'avais pas l'intention de parler de l'historique de notre rencontre, mais c'est un journaliste, de reporter qui, du coup, en me posant une question, a fait ressurgir ça, et je pense que c'est important que je vous dise 2 mots sur notre rencontre. Qui est délicieusement enfin voilà, c'est une anecdote, mais c'est, je crois, assez délicieux. Il me dit, mais comment la rencontre a eu lieu? Et en fait, de la manière la plus d'une simplicité, c'est d'une simplicité confondante. C'est-à-dire qu'un jour, notre secrétaire vient avec un petit bout de papier en me disant, sur un post-it, en me disant, il y a Monsieur Ben Yilles Monsieur Ben Yilles qui a appelé. Alors, je pense que si elle avait dit le général Ben Yilles, ça aurait fait tilt et j'aurais immédiatement réagi. Mais Monsieur Ben Yilles qui a appelé, ça n'a pas fait tilt, je dois dire, et j'ai laissé traîner ça en me disant, bon voilà, encore un fâcheux qui appelle et qui a un manuscrit à déposer, et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui ensuite a eu l'occasion de me dire que le général Rachid Ben Yilles cherchait à nous joindre et avait un manuscrit. Et il y a eu une espèce j'ai eu une espèce d'illumination et de frayeur en même temps, en me disant, mais c'est donc le monsieur qui a cherché à me joindre de manière anonyme l'autre jour. Et j'ai, avec facilement 15-20 jours de retard, j'ai appelé. J'étais penaude. Et je me suis excusée, et j'ai donc dit, Monsieur le général Ben Yilles, excusez-moi, j'ai tardé, etc. Et donc, il m'a dit, je crois, il ne feignait pas, il n'était pas dans la coquetterie, il m'a dit, mais il était temps, je m'apprêtais à appeler un autre éditeur. Donc, j'ai soufflé, et je me suis dit, voilà. Alors, revenons à des choses plus sérieuses. Le texte nous a été remis, et je me souviens l'avoir lu, et je crois que c'est ça qui est un peu qui s'impose, c'est qu'il est littéralement captivant. C'est un livre captivant. Donc je suis là pour vous dire que je suis très heureuse que ce livre soit dans votre main, soit disponible pour le public, parce que d'abord c'est un livre qui se lit avec une fluidité et je pense que vraiment c'est d'abord ça qui frappe, c'est qu'il happe littéralement et qu'on va jusqu'au bout, qu'on le dévore. La deuxième chose, c'est que pour moi c'est un livre qui arrive à un moment juste. Je ne saurais pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'il soit sorti avant, ça aurait peut-être été trop tôt, après, je sais pas, mais en tout cas, il sort au bon moment. Je l'ai ressenti comme tel en tant que lectrice, je vous parle même pas en tant qu'éditrice. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, j'ai eu le sentiment que dans la confusion actuelle, dans le désarroi actuel de notre incapacité à décrypter ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, eh bien, des clés soudain m'étaient données avec impartialité, avec intégrité.
Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui était dit, ou en tout cas, il y a des choses qui ont suscité chez moi certaines interrogations, notamment, voilà, par exemple, la manière dont est disculpé le régime de Boumedienne sur les crimes politiques, mais ça, je pense que ça va être abordé. Mais je ne sais pas comment vous dire, ça s'est imposé à moi. Alors ensuite, en tant qu'éditrice, je me suis dit, mais même si je ne suis pas d'accord, même si, eh bien, ce livre doit être disponible, rendu disponible au lectorat. Ça n'a pas toujours été très heureux, hein, notre travail en commun. Il y a eu parfois des tiraillements, des petits bras de fer, des discussions un peu, des échanges de mails surtout, un peu tendus. Mais je crois qu'au final, on a été dans le respect et l'estime mutuelle. Et voilà, je suis très contente, vraiment très contente de ce résultat. Et j'ai le sentiment, en tant qu'éditrice, que ce livre vient s'ajouter à tous les livres que nous avons publiés de témoignages de personnes aussi bien anonymes comme, je sais pas moi, comme Mohamed Sebri de la Wilaya 3, de gens moins connus comme Evelyne Safir-Lavalette, ou de gens plus reconnus comme les Chollet par exemple, ou voilà. Et donc que pour moi ça s'inscrit dans une cohérence de ligne éditoriale où on est dans des gens, des acteurs qui prennent la parole, reviennent sur leur parcours de manière rétrospective et tentent de raconter une tranche de vie de la manière la plus intègre possible. Et je termine avec cette citation que j'avais déjà utilisée pour le livre de Mortar Mortfi, qui raconte très très bien le Malgue, enfin pas que ça, mais le Malgue, et donc une citation d'Annette Vivorca, de l'historienne, dans son livre L'ère du témoin, et où je trouve que c'est très très important la nuance qu'elle établit. Donc en fait, l'ouvrage de M. Benilès, comme ceux qui paraissent, et pas que chez nous, hein, de témoignages, offre, je cite donc, la rencontre avec une voix humaine qui a traversé l'histoire et de façon oblique, et retenez bien, je trouve, la notion d'oblique, et de façon oblique, la vérité, non des faits, mais celle plus subtile, mais aussi indispensable, d'une époque et d'une expérience. Et donc voilà, je ne suis pas sûre que l'enjeu ici, ça soit la vérité des faits, mais plus la vérité d'une époque et d'une expérience. Merci à vous. Merci beaucoup, Selma, pour cette présentation, par laquelle on apprend au passage que pour être publié chez Balzac, il faut être général. Mais bon, merci beaucoup. Alors, je pose la première question à Sibnil, est-ce que je vais rejoindre à ce pupitre? On peut changer de micro. C'est Rachid Benilès, tout simplement, en guise d'introduction, peut-être un mot à nos amis journalistes. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? D'abord, merci à nos amis journalistes qui ont fait le déplacement pour venir écouter, pour venir poser certaines questions peut-être. Et merci à Madame Selma Lel, mon éditrice, dont les conseils ont été très souvent très judicieux. J'apprécie particulièrement Selma Hellel pour son professionnalisme, mais surtout, il y avait un côté un peu peut-être pas très subjectif, c'est le fait qu'elle soit la fille d'un ami, un ancien militant de la première heure, qui a appartenu également au Malek, dont elle parlait maintenant. Et nous sommes restés très liés. Et j'ai eu aussi l'honneur de travailler avec son oncle, Boumedjel, grand-père, pardon, son grand-père. Donc tout ça a fait que mon choix sur les éditions Balzac a été particulièrement heureux. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Pourquoi ce livre? Bon, pourquoi ce livre quand on arrive à un certain âge? Moi, j'ai 77 ans passés. On se dit qu'il faut quand même laisser une trace de son passage, et le fait d'avoir vécu certains événements marquants de l'histoire récente de notre pays méritait qu'on les relate avec les yeux, comme je le dis dans le livre, d'un acteur
d'un acteur, ou parfois de l'observateur bien informé, ou relativement bien informé. J'ai mis du temps à le publier, comme m'a posé la question Berhsi Hassan Qatri. J'ai mis un peu plus de 3 ans pour rédiger ce livre, quoique j'avais pris quelques notes auparavant que j'avais inclus par la suite. Donc c'est un passage de relais en quelque sorte que j'ai fait en écrivant ce livre. Voilà, maintenant je suis à votre disposition s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Alors, le temps peut-être qu'on puisse poser des questions, je rappelle rapidement que le général Ben Ilis a rejoint le maquis en 1957. En décembre 57, il avait à peine 17 ans. Il s'est retrouvé donc en formation à partir de l'Arrache. Il s'est retrouvé au Caire et a été affecté dans un rituel très anecdotique qu'on a pu évoquer hier encore par le colonel Amran à la marine, sans qu'il ait eu à choisir. Et finalement, bon, il a fait sa carrière à la marine. Plusieurs instituts de formation, école navale, en Égypte, en URSS, un peu plus tard en France. Sir Rachid Ben Ilis a été commandant de la base de Mars el-Kibir quand elle a été restituée de manière anticipée par les autorités françaises pendant 6 ans. Il a ensuite commandé la marine de guerre algérienne pendant presque 8 ans. Et il a fini son cursus militaire, on peut dire, à la tête de l'ANP, au poste de secrétaire général du ministère de la Défense, un poste qui, quand on lit le livre, comprend qu'il était extrêmement convoité, tant qu'il n'y avait pas eu d'état-major constitué. Bon, ça s'est fait un peu de manière concomitante. Sir Rachid Ben Ilis a rejoint le BP du FLN au début de la période de Chadli Ben Jdid. Le BP du FLN, pour que ceux qui ne s'en souviennent pas, était l'instance politique suprême du pays. On était dans le parti unique. Et il a occupé ce poste jusqu'à 88, début 89 et les émeutes d'octobre 88. Il a aussi, une fois qu'il a démissionné pour des raisons qu'il explique aussi très bien dans ce livre, de son poste de secrétaire général du ministère de la Défense, été nommé ministre des Transports. On n'a pas eu le temps d'en parler hier dans l'émission, mais c'est un passage de 2 années à la tête de ce département ministériel qui a été important. Et là aussi, il a démissionné de ses fonctions après les événements d'octobre 88. Voilà, c'est pour vous résumer un petit peu le parcours du général Ben Ilis, qui a, j'ai pu le constater en lisant le livre, côtoyé, connu tous les présidents qui ont compté dans ce pays, à commencer par le président Ben Bella, le président Boumediene, qu'il a été l'un des derniers à accompagner quand il était encore en bonne santé. C'était lors d'une revue de la marine au large de Mars el-Kibir en juillet 1978. Juste un peu avant qu'il ne tombe malade. Le général Chadli Mejdid, le président Chadli Mejdid, cela va de soi. Ils ont travaillé ensemble dans la 2e RM. Le président Zerwal, qui était un collègue dans l'armée, et le président Bouteflika, qu'il a évidemment aussi côtoyé à différents moments de sa carrière politique. Donc, tout ce qui a pu, quand le livre est nommé dans les arcanes du pouvoir, 1962-1999, ce n'est pas une fanfaronnade. On est bien en lisant ce livre dans les arcanes du pouvoir. T'as rien? Qui est-ce qui ouvre le feu? Ça, c'est l'expression consacrée. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Lachmout Amar, je suis freelance. Vous avez parlé le premier noyau de l'ANP était composé de différents courants. Les DAF, les officiers qui ont été formés au Moyen-Orient, et les officiers de l'armée frontière, et Moudjahidine, les officiers qui étaient à l'intérieur. Moi, je pose la question, comment cette institution a été homogène avec différents courants idéologiques, et c'est ça la question. Pardon. Comment a été homogène? Est-ce qu'il y avait un courant qui a dominé au détriment des autres courants? Est-ce que Boumediene était un régulateur entre les différents courants? C'est ça la question. Il n'y avait pas de coupure entre ce que vous appelez les différentes catégories de personnel dans l'ANP. L'armée était homogène. Il n'y avait absolument aucun problème sur ce plan-là. J'ai tout simplement catégorisé l'appartenance
de ces cadres, au sein de l'ANP, il y avait les déserteurs de l'armée française, ceux qui avaient été formés au Moyen-Orient, ceux qui venaient des maquis de l'intérieur, qui étaient restés vivants parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, malheureusement. La guerre les avait pratiquement tous exterminés. Et ceux des frontières. Entre nous, il n'y avait pas de guerre ou de coupure. C'était une façon de nous identifier. L'un vient de tel endroit, l'autre de tel endroit, mais on travaillait dans la bonne entente, ensemble, sans aucun problème. S'il y a eu parfois des frictions entre officiers, c'est peut-être entre les déserteurs de l'armée française et une partie, je le dis dans le livre, de ceux qui avaient été formés au Moyen-Orient. Mais c'était pas très grave. Ça a été exploité sur le plan politique par des politiciens qui voulaient probablement discréditer le président Boumedienne, qui lui avait joué justement un peu sur ces catégories pour maintenir l'équilibre interne au sein du pouvoir. Vous dites dans le livre qu'on a prétendu, on a laissé entendre que les officiers DAF, déserteurs de l'armée française, avaient plus de professionnalisme. Et vous vous êtes inscrit en faux pour dire que c'était pas si vrai que ça. Absolument, absolument. Les officiers déserteurs de l'armée française, en général, je ne parle pas de quelques anciens, tels que Chabou, Zerghini, Boutella, qui avaient fait Abdelmoumen, qui avait fait l'armée française et avait fait les guerres d'Indochine. Hein. Ceux-là, d'ailleurs, ils n'étaient pas tellement considérés comme des officiers déserteurs de l'armée française. Mais les autres étaient des jeunes qui avaient, en général, fréquenté l'école des enfants de troupe de Coléa, où leurs parents les avaient placés pour des raisons bien plus matérielles qu'autre chose. C'est pas par conviction idéologique ou bien par vocation, parce qu'ils avaient une vocation, mais parce que ils étaient pris en charge totalement sur le plan financier et sur le plan scolaire. Et c'était un avantage pour eux. Mais alors l'école des enfants de troupe de Coléa préparait ce personnel à être sous-officier de l'armée française. Ils ont reçu au départ une scolarisation normale et parallèlement une formation militaire. Bon, par la suite, avec la promotion Lacoste, ils ont été promus. Enfin, ils ont bénéficié d'une formation dans des pelotons d'officiers, pas dans les écoles militaires, pas en saucire. Ils ont fréquenté des stages. C'était dans le cadre de la promotion Lacoste. D'ailleurs, il n'y a rien de honteux, puisque dans ses mémoires, le général Khaled Nzar, qui fait partie de cette catégorie de personnel, le dit très, très franchement et très sincèrement, nous avons bénéficié de la promotion Lacoste. Il n'y a aucune honte à le dire. Bon. Et donc, ils n'avaient pas le niveau requis pour entrer dans une école de formation militaire, que ce soit Saint-Cyr pour l'armée de terre ou Salon de Provence pour l'aviation ou Brest pour naval. Là, il faut être bachelier, faire la préparation des grandes écoles pendant plusieurs années, ensuite seulement faire un concours, et sur ce concours, il est très difficile de rentrer dans ces écoles. Aucun de ces officiers déserteurs de l'armée française n'avait fait ce parcours. Donc, leur formation d'officier était assez succincte. Et c'est à ce titre, je dis que les officiers de l'armée française formés au Moyen-Orient avaient une formation plus solide. Parce qu'ils avaient suivi le cursus d'une école militaire normale. Sur le plan même de la langue française, puisque le français, la France, etc., la plupart de ceux qui avaient fait
les écoles du Moyen-Orient étaient des lycéens qui avaient un niveau supérieur en langue française à celui des déserteurs de l'armée française. On peut rappeler quelques noms? Pardon? Vous, déjà? Vous écrivez très bien en français, ça c'est le lycée, hein? Oui, C'est pas l'armée. je crois que c'est le cas général, hein. C'est le cas de tous les lycéens de l'époque. D'accord. C'est pas une exception. Hamida. صباح الخير. دونك ما غاديش نتكلم قد على المذكرات، خاطر اليوم وين شت المذكرات، لكن عندي سؤالين. السؤال الاول، السي رشيد معروف بمواقف متميزه، دونك كان في المؤسسه العسكريه وايضا كوزير في من احداث اكتوبر 88، كان في السلطه وين قام بنقد يعني ذاتي، وكانت مواقفه واضحه يعني في التسعينات، اللي كان هو اقرب في النظره نتاعه الى سانتيجيديو وما متعلق بايقاف المسار الانتخابي. انا السؤال، وكان واحد ولد المؤسسه العسكريه وانتقل الى المعارضه النقديه كريتيك يعني في هذا. انا سؤالي اليوم هو شكليا المذكرات تبدا من 62 الى 99، في حين السي رشيد ما توقفش، يعني في 99 كانت عنده المواقف نتاعو يعني من النظام الحالي او من السلطه الحاليه، ثم كان حاول حتى يترشح الانتخابات الرئاسيه. اولا هل هذا نستناوه في بالك بعد هذه المذكرات؟ علاش الصمت عليه حبست في 99؟ باغي نعرف هذا السؤال. والسؤال الثاني، كرجل ولد المؤسسه العسكريه وكملاحظ يعني الان، يعني واش رايو في التسعينات وين كنا نتكلموا على لي ديسيدار يعني اصحاب القرار كانوا العسكريين او المخابرات، اليوم هل تشوف وزن الجيش في صناعه القرار تراجع ولا مازال هو مصدر اساسي في صناعه القرار السياسي؟ شكرا. شكرا سي حميده. تسمح لي نرد عليك باللغه الفرنسويه. Je sais que tu maîtrises très bien la langue française, donc je l'ai pas très bien. Est-ce que je commencerai par la deuxième question. Est-ce que les militaires, c'est bien ça, est-ce que les militaires sont toujours en mesure de faire la décision, maîtres de la décision, faiseurs de décision? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Ils sont à la disposition des décideurs, mais ils ne décident pas. Ils approuvent le décideur, ils collaborent avec lui, mais ils ne décident pas. Et je le dis dans mon livre, tout au long de mon livre, je ne sais pas si je suis arrivé à convaincre, mais contrairement à l'idée largement répandue que les militaires ont toujours été au pouvoir, c'est faux. Les militaires n'ont jamais été au pouvoir, sauf après la démission du président Chadli Bejdid pour une certaine période. Les militaires ont été, l'armée d'une manière générale, a été utilisée par les chefs du moment, que ce soit lors du conflit état-major GPRA, ou par la suite dans les différentes intrusions de cette armée, des intrusions que je relate dans ce livre. Mais que ce soit au début d'ailleurs de sa première intervention dans le domaine militaire ou par la suite, le président Boumedienne, qui était donc le décideur, ne l'a jamais associé, en tout cas depuis l'indépendance, ne l'a jamais associé à la prise de décision. Il allait même jusqu'à la tenir à l'écart de toute affaire politique et interdisait aux hommes politiques de se rapprocher des militaires. Il voulait la tenir complètement à l'écart. Et c'est comme ça qu'on a vécu dans l'armée cette disons, armée au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Nous n'étions pas au pouvoir et nous n'étions pas associés au pouvoir. Peut-être que Boumedienne et par la suite, j'ai dit, ont utilisé l'armée pour gouverner. C'est de bonne guerre. Alors, la seule fois où l'armée a été maître de la décision, c'est après la démission de Chadli.
Et je crois que c'est toute cette période-là, donc depuis la démission de Chadli, et peut-être même plus précisément après l'assassinat de Boudiaf. Parce que Boudiaf, quand même si c'est l'armée qui l'a ramené, c'était pas un homme facile, c'était pas un homme qu'on guidait par les oreilles. Mais cette période-là a pris fin avec l'avènement de Bouteflika. Et avec l'avènement de Bouteflika, au départ, on a pensé, l'armée, bien sûr, l'armée a installé Bouteflika au pouvoir. Mais elle s'est retirée. Elle a laissé complètement libre de ses mouvements. Bon. On va dire les décideurs qui ont installé Bouteflika sont partis. Oui, absolument. Le général Lamari et plus tard le général Toufir. Oui. Le général Ammari et le général Toufir avaient le pouvoir durant cette période après la démission de. Après cela, c'est lorsqu'ils ont remis lorsqu'ils ont installé Bouteflika au pouvoir, ils sont retirés. Que ce soit l'Ammari ou Toufir, ils ne participaient plus à la prise de décision. Alors la question de Hamida, c'était pourquoi aujourd'hui l'armée n'est plus en mesure de décider. On est dans une situation où il n'y a plus de Bouteflika. On parle de l'avenir, on parle de la prochaine succession. L'armée, on ne peut pas dire que l'armée n'est plus en mesure de décider. L'armée ne veut pas décider. L'armée estime qu'il y a un président élu, peut-être entre guillemets, mais il est là et elle le laisse gouverner. On parle de la suite. On parle du scénario où il n'y a plus de président, un peu comme après la démission de Zeroual. Oui. Il y a une situation où il fallait proposer aux Algériens un nouveau président. Vous racontez dans le livre, d'ailleurs, je vous invite à vous attarder sur ce chapitre, c'est l'Arbi Belkhir qui joue un peu le rôle du premier faiseur de président, après il le propose aux autres décideurs. Est-ce que ce scénario-là, on est demain, le président Bouteflika est fatigué, il veut plus se présenter à un 5e mandat, ce qui tombe sous le sens, compte tenu de la situation de santé terrain, on peut l'imaginer. Est-ce que c'est le général-major Gaïd Saleh qui va proposer aux autres décideurs un an? Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? C'est un scénario tout à fait probable. Tout à fait probable. On risque d'aller vers ce scénario qui serait un scénario catastrophe pour le pays. Mais je ne perds pas espoir que le général-major Gaïd Saleh ait la sagesse d'agir autrement. Le scénario, donc, le plus probable, c'est celui que vous venez de citer, mais il faut garder l'espoir qu'il aura suffisamment de sagesse pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et laisser les Algériens décider? Laisser les Algériens décider, absolument. Il faut laisser maintenant les Algériens décider. Maintenant, on ne peut pas laisser comme ça le pouvoir, le vide absolu. Ce que je préconise, c'est que l'armée prenne ses responsabilités directement et ouvertement pour une période de transition déterminée, à l'issue de laquelle on mettra de l'ordre dans nos affaires et lancer un processus pour aller vers une véritable démocratie. Alors l'autre question de Hamida Al-Ayachi, je me permets de vous la rappeler, c'est pourquoi votre livre s'arrête en 1999? Pourquoi? Vous vouliez pas fâcher c'est Abdelaziz Bouteflika, c'est ça? Non. D'abord, ça serait pas bien de faire le bilan d'une période qui n'est pas terminée. Il n'a pas encore terminé sa période. Il faut attendre qu'il termine pour faire le bilan de la catastrophe. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne me sens pas le courage, la force ou la volonté de faire un travail. Il faudra plusieurs volumes pour faire ça. Hamida Al-Ayachi ne me contrariera pas. Akram Hamid. Bonjour, Akram Kharif, MENA Défense. Bon, j'ai plusieurs questions. La première est, vous faites un constat très terre à terre et très pragmatique sur l'armée algérienne pendant la période où vous étiez militaire, ce qui est très singulier. Vous êtes, je crois, le seul à ne pas avoir fait dans les discours dithyrambiques, etc. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur l'armée algérienne de 2017? Deuxième question.
Vous êtes retraité de l'armée. Aujourd'hui, il y a, on dit, environ entre 50 et 70 000 retraités de l'armée qui assiègent Alger et qui ont des revendications fortes. Que pensez-vous de ce mouvement en tant que ancien militaire? Troisième question, quel problème avez-vous avec Mouloud Hamrouche et son équipe? Parce qu'on sent un petit peu que vous faites un reproche. En fait, le plus gros reproche que vous faites à l'équipe de Mouloud Hamrouche, c'est d'avoir travaillé tout seul et ne pas avoir rendu de compte à personne. C'est la lecture que j'ai fait des passages. Dernière question, c'est en fait. Je retiens les questions. Moi, je les retiens. Je vais vous relancer. Dernière question, elle concerne le DRS. On voit déjà que vous n'avez pas utilisé cet acronyme, que vous n'avez pas aussi d'ailleurs utilisé d'acronyme moderne des services secrets. Vous dites toujours STEC concernant les services français et tout. J'ai pas l'impression que vous avez accordé de pouvoir au DRS dans votre livre. Quand vous parlez de toute l'institution militaire et vous ne séparez pas le DRS les services secrets de l'institution militaire dans ce qui est de la chose politique, de l'influence sur la politique. Merci. On commence par la dernière, général. Oui, alors la dernière c'est le DRS. Dans votre livre. Qu'est-ce que vous dites exactement que je n'ai pas donné d'importance particulière aux services de sécurité? Moi, j'ai noté que vous les avez même critiqués, je le rappelle rapidement, dans le cas de quelques évolutions qui ont échappé à la vigilance des services de sécurité. Vous dites, ils ont deux grands points, notamment, à l'international, le retournement d'Ould Dadda, ils l'ont pas vu venir, et au niveau du pays, ils n'ont pas vu monter le phénomène intégriste. Le phénomène intégriste et les événements d'octobre. Les événements d'octobre. Les événements d'octobre. Non, l'ASM, c'est un mythe. On lui prête plus qu'elle n'a. Peut-être qu'on attendait d'elle autrement et elle ne pouvait pas le donner. Non. L'ASM, comme tout service, n'a pas été toujours à la hauteur. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. L'ASM avait des lacunes. Notamment, je le souligne, au plan du renseignement extérieur et de renseignement militaire strictement opérationnel. Je ne sais pas si les choses ont changé depuis, je crois que non. Sur le plan tout moins du renseignement opérationnel. À ma connaissance, bien que, et là je réponds à une de vos questions, je ne sais pas comment est l'armée d'aujourd'hui, parce que j'ai coupé tous les ponts depuis l'époque où je l'avais quitté, donc pour prendre mes fonctions au niveau du ministère des Transports. Depuis, je n'ai pas beaucoup de contacts, je rencontre quelques amis de temps à autre, mais je m'interdis personnellement de m'informer sur ce qui se fait ou sur ce que... pour ne pas gêner, pour ne gêner personne. Maintenant, si j'ai porté un jugement sur l'armée, c'est aussi une de vos questions, ce n'est pas des questions terre à terre. J'ai considéré que nous avons commis, nous, des erreurs. Nous avons apporté notre contribution, mais nous avons commis des erreurs. Une de nos erreurs, c'est de ne pas avoir réagi, notamment, suffisamment à temps au débordement du service national. Le service national a littéralement étouffé l'armée et l'a empêché de remplir convenablement sa mission. Vous êtes d'accord? Voilà, s'il y a encore une autre question. Alors, juste sur cette question-là, rapidement. Oui, alors sur les retraités de l'armée. Voilà, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas au courant. Je ne sais pas quelles sont leurs revendications exactement. Je m'excuse, mais je pense que vous devriez vous informer. C'est quand même important, c'est des gens qui se sont sacrifiés pour le pays et ils mériteraient quand même... Très sincèrement, je ne suis pas au courant. J'ai lu des titres dans la presse comme ça, mais je ne suis pas au courant.
Alors, l'autre question, c'est les griefs que vous avez adressés à l'équipe Hamrouche. Il y en a un autre, Akram Khalif en a cité un, c'est d'avoir été particulièrement laxiste avec le fils et les débordements du fils pendant la période. Oui, Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe Hamrouche? À Hamrouche. Hamrouche, je ne lui veux absolument pas. C'est un ami. Jusqu'à présent, il reste un ami. Je l'ai connu depuis très longtemps, de l'époque où il était au protocole de la présidence. Je l'ai connu lorsqu'il était secrétaire général du gouvernement, puis secrétaire général de la présidence. Hamrouche a commis une erreur, à mon avis une grosse erreur, dans son évaluation des phénomènes islamiques. Il pensait que c'était un phénomène qui allait se résorber avec le temps, et rapidement. Il s'est trompé. C'est un phénomène qui était profondément ancré, et il fallait donc aborder avec d'autres méthodes. Il a été laxiste, je dis bien, il a été laxiste, et je cite des exemples. L'affaire de Linda de Souza, c'était le point de départ du laxisme. Moi, je suis resté ulcéré, vraiment ulcéré par la réaction du gouvernement Hamrouche à l'affaire de Linda de Souza. Linda de Souza, une chanteuse, bon, pas très célèbre finalement, hein, ça. Mais enfin, comment céder cette pantalonnade-là? Je ne l'ai jamais admise. Parce que des barbus s'étaient mobilisés pour imposer l'interdiction de sa prestation au niveau du cinéma, je ne sais pas lequel, de Bab el-Oued. Atlas. Hamrouche a cédé. Ça, c'est du laxisme. Lorsque le tribunal de Blida avait examiné, passé en jugement des islamistes qui avaient commis des actes très graves, ils ont été acquittés, il n'a pas réagi. Lorsque les islamistes ont commencé à régler la circulation à Cuba, les mosquées de Cuba, en marginalisant la police, le gouvernement n'a pas réagi, le gouvernement Hamrouche n'a pas réagi. Lorsque la grève insurrectionnelle a commencé, Hamrouche a autorisé l'occupation des 3 plus grandes places. C'est une faute, c'est une erreur. Ceci étant, je reconnais en lui l'homme intègre, travailleur, et ça, on ne le souligne pas suffisamment, c'est un jeune patriote qui, très très jeune, s'est lancé dans le FIDA, dans les opérations urbaines, une famille de moujahid. Donc, je lui dois tout le respect. Mais force est de constater que... Alors, ce grief, dans le livre, on ne le trouve pas avec la même intensité concernant le général Nzar, qui a reçu Ali Belhadj en treillis, alors que lui était en civil, en décembre 90, suite à l'invasion de l'Arabie, du Koweït par l'Irak. Oui, on peut dire aussi que c'était une forme de laxisme. C'est une forme de laxisme, mais c'était dans le gouvernement de Hamrouche aussi. C'était dans le gouvernement. Nzar, c'était ministre de la Défense. Hein. Il était ministre de la Défense nationale sous l'autorité formelle, tout au moins formelle. Du Premier ministre. C'est vrai qu'à l'époque, le patron, c'était Hamrouche sous la couverture, la protection du président Chadli. Il ne faut pas l'oublier. Et Khaled Nazar s'en est expliqué en disant que c'était sur recommandation du chef du gouvernement. Qu'il avait reçu en tenue civile. Moi, personnellement, je n'ai jamais avalé ça. On imagine. Adlan Meddi. Bonjour, Adlan Meddi, Al-Watan et pour le point aussi. Moi, j'ai 2 questions. La première question, toujours sur la question de la sécurité militaire dont vous parlez, parce que l'intérêt du livre, c'est de démythifier tout ça, et même de comprendre que c'était au niveau il y avait beaucoup de monde et ils étaient là pour surveiller. Est-ce que le fait
Est-ce que son incapacité ou les ratés que la sécurité militaire ou ce qu'on appelle aujourd'hui le DRS ou le service, tout cela n'est pas originaire du fait que c'était plus une police politique qui était là juste pour surveiller qu'un service secret opérationnel. Est-ce que c'est le caractère police politique d'une démocratie populaire sous Boumedienne? Et ma deuxième question, c'est une question remarque, on en a parlé avec le radio au CBP et la question a été posée hier pendant l'interview, mais j'aimerais bien vous réécouter sur ça. C'est la question des assassinats politiques du temps de Boumedienne, où on sent que vous disculpez, et de Chadli, où on sent que vous disculpez, je reste beaucoup sur la période Boumedienne, parce que vous dites que Boumedienne, qui est patriote, qui est intègre, qui a des valeurs, ne peut pas avoir commis ça. En même temps, Boumedienne, c'est une personne, et là, on parle de tout un système qui aurait pu réfléchir à régler les comptes des opposants qui étaient à l'étranger. Ça m'a beaucoup interpellé, le fait que vous disculpiez un peu, de manière assez totale, le système lui-même de ces assassinats politiques. Je disculpe Boumedienne, effectivement, je disculpe Boumedienne parce que je l'ai bien connu, je l'ai côtoyé à plusieurs occasions, je connais ses idées, et je sais qu'il était incapable de commettre les crimes qu'on lui a imputés. Ceci étant, tous les crimes qu'on lui a imputés, notamment la liquidation de certaines personnalités, il n'y a pas une mort à l'extérieur ou en Algérie qu'on ne lui a pas imputé, que ce soit celle de Khéder ou de Karim Al-Qassem, ou encore celle du commandant de la première région militaire de l'époque, Saïd Abid, ou même Medari, son plus proche collaborateur, ou même Chabou, encore plus proche collaborateur. Ce n'était pas l'homme cynique qui ressort de ce n'était absolument pas cela, Boumedienne. Boumedienne était un homme extrêmement sensible à l'injustice, à la misère des gens. Et il était absolument incapable de faire ça. D'ailleurs, il n'y a pas la moindre preuve, je dis bien la moindre preuve, pour l'impliquer dans l'un quelconque de toutes ces morts, que ce soit celle de Khéder ou de Medari. Khéder ou Karim Al-Qassem, Medari c'est un suicide. Non, on a dit que c'était une liquidation par les services sur ordre de Boumedienne. Ça a été la thèse pendant longtemps. Je dis, ça va de Khéder à Medari, en passant par Karim Al-Qassem, bien sûr, et tous les autres. Qu'est-ce que je voulais dire encore concernant Boumedienne? Oui, je le discute. Oui, je considère que ça a été même peut-être le seul véritable grand chef dans ce pays-là. Alors là, vous n'avez pas posé la question, mais quand on lui attribue la séquestration des ossements d'Amirouche et de Hawass, alors là, ça vient du délire, tout simplement du délire. Puisqu'on a ouvert ce chapitre, moi je profite, j'abuse de ma position ici, juste pour poser la question. Vous avez plus côtoyé, vous avez plus été aux responsabilités à l'époque de Chadli Mejdid, que vous voyez au moins une fois par mois dans le cadre du bureau politique du FLN. Oui, au moins une fois par mois. Hein? Une fois par semaine lorsque j'étais au secrétariat général. Une fois par semaine. Donc c'est une collaboration assez importante. Il y a eu quand même un grand meurtre politique à ce moment-là que vous avez choisi de ne pas évoquer dans votre livre. C'est celui d'Alim Sidi. Je sais que vous êtes devenu l'ami de Hussein Ait Ahmed, donc je suppose que Hussein Ait Ahmed, dans son enquête, a bien compris qui était responsable, mais c'est quand même le régime algérien qui est impliqué. Oui, je connais les accusations, bien sûr, de Hussein Ait Ahmed et de certains milieux. Ait Ahmed, qui est devenu un ami, pour lequel d'ailleurs je continue à avoir énormément de respect. C'est pas un personnage quelconque, c'est une figure charismatique exceptionnelle, un symbole de la résistance algérienne. S'agissant d'Amsili, j'ai discuté à l'époque avec les chefs des services de sécurité
Monsieur Al-Khalayat. Le Khalayat, qui était aussi un ami, parce qu'avant d'être à l'ASM, il faisait partie de ces officiers formés au Moyen-Orient. On était assez proches, et donc on pouvait parler très franchement. Il m'a juré ses grands dieux que les services étaient totalement étrangers à l'exécution d'Msili. Je le crois. Et je n'ai absolument aucune raison de douter de sa parole. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, juste, j'enchaîne. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est Rachid Benilis, vous dites qu'il y avait des ratages, il y avait des lacunes dans la sécurité militaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait un système parallèle, Barbouzard, qui proposait des opérations, des mauvais coups comme ça, en pensant faire plaisir au président du moment? Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario? Parce que ce sont des Algériens quand même qui sont dans toutes les affaires impliquées. S'il y avait des opportunistes pour faire des... Ils n'iraient pas jusqu'au... On a parlé de la DGSN pour Khidr et on a parlé de la DGSN pour la... DGSN, c'est l'ASM. Hein. La DGSN était supervisée en fait par l'ASM. La haute main, c'est l'ASM. Tout ce qui était extérieur, c'est l'ASM, c'est pas la DGSN. Même si certains agents de la DGSN pouvaient avoir des affaires, ils remettaient ça à l'ASM. Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de... Donc vous pensez qu'un système parallèle qui agit seul, sans que le président soit au courant, est à exclure? Est à exclure. Ma conviction, à moi, il se peut que je me trompe, ma conviction, c'est que la plupart de ces liquidations, y compris celle de Msili, moi je n'exclus pas que ce soit les services spéciaux, étrangers, qui les fait. Tous ces services, tous, en tout cas pour ce qui est des Français. Ossarès, le général Ossarès, l'a avoué, a fait l'historique. D'ailleurs, c'est lui qui a créé la section Homo, qui a été reprise par la suite pendant la guerre de libération pour liquider un tas de bonhommes. Et c'est lui qui a liquidé le maître Boumedjel. Hein. Bon, reprenez le livre les mémoires d'un des agents du SDEC qui avait pris la suite à la tête du service Homo pour voir les méthodes qu'ils employaient et le nombre d'Algériens qu'ils avaient. Il le dit très, 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 très franchement. Hein? Moi, je n'exclus pas que ce soit eux qui l'aient fait pour ternir l'image des dirigeants, pour les mettre en accusation. Ahmed, je signale au passage la parution, quand même, je dois le faire, du livre du fils de Mohamed Khidr, aux éditions Coucou, que nous allons recevoir d'ailleurs dès qu'il sera de retour en Algérie, et qui donne quand même une version documentée de l'assassinat de son père Hamida. أنا فقط تعليق صغير باش نعاود نولي هذا السؤال من جهة بومدين دونك سي لو ديسيدار يعني حتى يعني كي كانت المخابرات أو الجيش يعني كاين بريزيدون ديسيدار اللي هو بومدين هذا اللي فهمته من الكلام نتاعك وفي نفس الوقت ان كا تاع خيدر اللي في شهادة كان قالها لي في حوار الله يرحمه شريف بالقاسم اللي كان بحثوه كان تكلم يعني من الوقت تاع التريزور ديال فلان وكذا خيدر اللي كان يمد ويقولها يعني حتى يحا في المذكرات نتاعو اللي كان مد الدراهم للمعارضه السياسيه من بينهم لو اف اف اس وبالتالي يتقتل خيدر يعني كيفاش نقدر نفهم ان بريزيدون ديسيدار او ميم طون يعني مجموعه اللي بومدين ما على بالهاش بها قامت باغتيال سواء خيدر سواء كريم بالقاسم خاطر محدين في المواقف نتاعهم النظام وتطور النقد نتاعهم للنظام يعني اسكو ما نشوفوش سي بني لسه هنا يعني تناقض مع بومدين صاحب قرار وفي نفس الوقت تندار اشياء وما على بالوش بها ولا هو مش متدخل فيها وما يديش قرارات شكون هادو يعني اذا ما كانتش المخابرات شكون يعني هادو صح Ahmed El-Ayashi, tu es bien placé pour savoir que j'avais des relations très, 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 très proches avec Chérif El-Qassem. Ouais. Nous nous fréquentions des années durant. Hein.
Et nous avons bien sûr, au cours de toutes ces années, discuté de tous les problèmes, y compris celui de la mort de Kheder. Ce que je peux vous dire, mais je ne l'ai pas dit dans le livre, c'est qu'au moment, le jour de l'exécution de Kheder en Espagne, 2 cadres supérieurs de l'ASM, que je nommerai pas, je ne les ai pas nommés, dans le livre non plus, non, se trouvaient en Espagne en vacances en famille. Et ils étaient totalement pris de court parce que ils avaient peur qu'on vienne les arrêter pour les accuser d'avoir organisé l'assassinat de Kheder. Tout ça pour vous dire que les cadres supérieurs de l'ASM n'étaient pas au courant. Et ça m'a été confirmé par les 2 cadres. Je les nomme. Je ne crois pas, mais enfin, peu importe. Quand on veut assassiner quelqu'un, on ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Sauf si on est machiavélique et qu'on feint d'être des lieux du crime. Comme ils n'avaient pas une intelligence machiavélique. Il reste 10 minutes. 10 minutes, il reste 10 minutes, parce qu'on a promis à Sir Rachid Ben Ilyas d'arrêter à midi. Tfaddal. Rapidement, avec le micro, et après. Mais à ce moment-là, c'est des questions uniques. Hein. Des paquets de questions, ça va. Bon, je reviens pour le premier chapitre. Est-ce que le poste de l'état-major répondu à des considérations politiques ou militaires? Et est-ce que le poste de chef d'état-major est imminent de l'Est? Merci. Une question directe, voilà. Est-ce qu'il faut être de l'Est pour être chef d'état-major? Est-ce que c'est un poste politique ou est-ce que c'est un poste opérationnel? Non. Enfin, non. Le régionalisme dans l'armée a existé beaucoup moins que dans le civil. On ne se posait très rarement la question de savoir d'où venait Flen ou Felten, Smet. Vraiment, il n'y avait pas de régionalisme. Je ne sais pas maintenant. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais à l'époque, la question ne se posait pas. Et je pense que ce genre de considération n'entrait pas en ligne de compte pour le choix du chef d'état-major. Et je crois que c'est le cas jusqu'à présent. Je crois. Oui, il y a eu Bellossif. Bon, Bellossif, Belhouchet, une espèce d'intérim après le limogeage de Bellossif. Nazar, oui, c'est vrai, mais... Version Mélalini. Non, c'est un hasard. Hein. Non. Il y avait Ammari. Ammari, Biskra. Il est de Biskra. Un petit peu. Non, je crois pas. Que ça ait oublié à des considérations. C'est d'ailleurs comme le choix de Zerouel, hein, par Khaled Nazar. Il n'y avait strictement aucune considération régionaliste dans ce choix. Je l'explique dans le livre également. Rania Moufok. Bonjour. Monsieur Ben Ilyas, je vais vous poser une question un peu en forme de boutade. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous dites que la sécurité militaire est un mythe, que c'est pas l'armée qui décide, vous détruisez des années d'analyse de tout le système algérien. Et subitement, je suis très inquiète. Si c'est pas l'armée qui décide, alors c'est qui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore plus à l'ombre que l'armée? Non, Radia. L'armée, je dis, c'est la prise de décision. Hein, à part la période que je vous ai citée, donc après n'a jamais participé à la prise de décision. Elle était là. C'était. Elle décide de tout, vous-même vous le dites. Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous me dites une décès, elle choisit Chadli. C'est personne d'autre.
Puisque le FLN et tout ça, ils ont chacun leur candidat. C'est l'armée qui tranche. Qui avait sa candidat? Pardon? Non, vous dites vous-même les célèbres candidats qu'on disait, moi je me rappelle, entre Bouteflika et Yahyaoui, c'est-à-dire deux. Voilà, elle choisit quand même le président, puisqu'elle tranche. Il me semble, hein. Quand il y a, je veux dire, à chaque moment stratégique pour l'Algérie, c'est l'armée qui en octobre 88, certes, c'est un. Bon, elle choisit Chadli. Enfin, on va pas faire toute l'histoire. Pour l'annulation des élections, à ma connaissance, c'est pas aucune institution civile, légale qui décide. On sait pas trop où ça se passe, mais on décide. Elle est quand même là à tous les grands moments, importants, quoi, qui vont décider de l'avenir d'une nation. Et donc, il me semble peut-être que c'est la définition de l'armée qui n'est pas. Peut-être qu'il faudrait que vous clarifiez, vous, ce que vous appelez l'armée et ce que nous, on appelle, nous, même si j'aime pas ce mot, mais si vous voulez, cette espèce de pouvoir qui n'est peut-être pas l'institution militaire, mais qui est quand même constitué de militaires de carrière et qui sont là. Et c'est peut-être cette définition-là de l'armée qu'il faudrait nous clarifier. Ce que vous avez appelé hier les décideurs du moment. Oui. Bon, je répondrai à la question de Rania et ce sera la dernière. Alors, quand je dis l'armée ne décide pas, c'est vrai qu'elle est intervenue à chaque fois ponctuellement. Je fais l'inventaire de ces interventions. Il y en a eu 7. 7 fois, elle est intervenue dans la sphère politique. Mais à chaque fois, c'est une masse de manœuvres qu'on articule dans un but déterminé. Mais quand je parle de la prise de décision, c'est quand même autre chose que cela. La prise de décision politique, celle qui engage le pays, l'avenir du pays, c'est la politique économique. C'est mettre les grands problèmes d'industrialisation, c'est la révolution agraire, c'est les grands problèmes sociaux, L'armée n'a jamais été consultée pour tout cela. Pour toutes les questions stratégiques engageant le destin du pays, l'armée était tenue à l'écart, totalement à l'écart, à l'exception de la période après la démission de Chadli Bejlid. Je dis bien démission, parce que là aussi, on a beaucoup brodé sur cela. Chadli a réellement démissionné. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. L'armée choisit nos présidents, mais ne gère pas après, ne participe pas à la gestion. Non. Ce serait ça. Choisit, pour le cas de Chadli, par exemple, enfin, on n'a pas choisi Boumedienne, enfin, elle a exprimé. C'était le chef d'état-major. Pardon? Il s'est choisi lui-même. Lui-même, il était le chef d'état-major. Oui. Ouais. Il s'est choisi lui-même. En gros, on est en dictature, mais c'est pas une dictature militaire, c'est ça? Enfin, une dictature, le régime était un régime autoritaire, mais c'est pas une dictature militaire. C'est en tout cas loin, très loin d'être une dictature militaire. Absolument pas. Un régime autoritaire, c'est incontestable, mais pas une dictature militaire. Une dernière question, même si on vous va avez faire voilà, comme on n'est pas dans un cadre autoritaire, donc on peut casser les règles. Mais c'est juste que dans votre livre, il y a aussi une impressionnante saga de la fabrication militaire, de l'industrie militaire, de toutes les chantiers et les idées, les stratégies qui étaient quasiment des vraies aventures humaines, parce que vous n'aviez pas les moyens à l'époque. C'était tout le temps des défis. La saga de Marcel Kibir, comment reprendre Marcel Kibir. Ça, c'était des histoires vraiment passionnantes qu'on connaissait pas, que le grand public ne connaît pas. Mais ce que je voulais vous poser une question, c'est à quand pourriez-vous préciser le virage où on est passé d'une structure qui réfléchissait, qui se projetait dans la fabrication militaire, développée par soi-même l'industrie tout en important, à une armée aujourd'hui qui devenait très budgétivore
et qui vit sur des importations de plus en plus chères et qui coûtent énormément cher au budget au moment où il y a une crise très grave qui se profile. À quel moment on est passé on va dire, d'incubateur d'idées et de fabrication militaire à une dépendance, pour dire le mot directement, de l'importation étrangère de matériel et d'armement militaire? C'est quand le général Benellis a quitté l'armée. C'est à ce moment-là qu'on a changé de... Je vais répondre un peu à sa question. Ce sera la dernière. En fait, ce virage a été pris après la mort de Boumediene, bien involontairement, je dirais. Boumediene avait une vision, et là encore, c'est là où je rends hommage à Boumediene. Boumediene avait maintenu l'armée à un niveau très faible, à dessein, parce qu'il considérait que l'argent qu'on devait consacrer à l'armée devait l'être pour le développement économique et social du pays. Donc, il ne voulait absolument pas s'engager. Mais il avait quand même en tête de constituer une armée qui comptait sur elle-même. Et je n'en ai pas parlé, je vais vous révéler une chose. Dans tout le programme d'industrialisation lancé par Boumediene et que Bled Abdeslam a mis en œuvre, il n'y avait pas une usine qui avait été planifiée, édifiée ou mise en marche, et il y en a eu des centaines, et c'est peut-être la seule période où il y a eu un véritable processus d'industrialisation du pays. Malheureusement, on l'a arrêté net. Il n'y avait pas une usine où l'objectif militaire n'était pas inscrit. Quand on lançait une usine pour la fabrication des grues et engins de travaux publics, c'était avec l'idée derrière de construire des chars. Lorsqu'on a lancé le Sonelec, c'était avec l'idée, en même temps que les téléviseurs, de fabriquer des radars et des matériels de transmission. Boumediene avait cette vision-là. Cette vision a été perdue après sa disparition. Voilà. Je crois qu'on a très bien fait de prendre la question de Adlan Mehdi. Merci beaucoup, merci chers amis pour votre présence. Et je pense que pour ceux qui le souhaitent encore, on va prendre quelques minutes pour les deux dernières dédicaces. Comme ça, merci, nous avons été très heureux de vous recevoir ce matin. Merci, Siam. Merci beaucoup. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.